la sécurité des machines. Donc, c'est un, c'est plus ou moins l'un des chapitres les plus importants pour le chat. Donc, surtout pour la partie General Industry, vu que dans l'industrie générale, la majorité des opérations qui ont lieu sont au-delà des opérations manuelles. Donc, la plupart sont des opérations d'ordre mécanique qui impliquent l'utilisation des machines alimentées par plusieurs types d'énergie, principalement l'énergie électrique. On va voir par la suite ces risques dans la deuxième section. Par contre, il y a d'autres risques mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, de projection et autres auxquels les opérateurs sont exposés. Donc, la sécurité des machines, même au Maroc, c'est l'un des sujets les plus importants traités par la réglementation marocaine. Aujourd'hui, nous avons plusieurs articles qui traitent de la sécurité des machines. Donc, il faut savoir que dans le Code du travail, des articles depuis l'article 285 jusqu'à l'article 289, ils traitent tous de la sécurité des machines, hein. Parmi les exigences, par exemple, qu'on trouve clairement, explicitement présentes dans le code du travail marocain, c'est déjà l'affichage, hein, c'est déjà la sensibilisation et la formation. Donc déjà, afficher par ça, en tant qu'auditeur, l'une des règles qu'on n'oublie jamais, c'est vraiment l'affichage des dangers que représente une machine, hein, une machine de coupe, une machine de polissage, peu importe, le risque doit être apparent, l'opérateur doit être en mesure de connaître ce risque. Donc sinon, donc ça, c'est la réglementation marocaine, mais par contre, il y a que le code du travail. Pégina, par exemple, le décret de 2000, il y a un décret qui a été actualisé, il était de 2013. Donc le décret, si je me rappelle, c'est le 214-236 qui a été actualisé, revu. Donc celui-là a été abrogé et on a un nouveau décret, celui de 2-22-630. Donc, c'est un décret qui reprend plus ou moins les exigences de l'article 287, auquel cas fait l'ensemble des exigences qui concernent. Donc, il reprend presque les mêmes exigences qu'on va voir, peut-être pas beaucoup de détails, mais il reprend plus ou moins l'ensemble des exigences sur la sécurité des machines, soit les machines et les installations électriques. Donc, en termes de formation, de sensibilisation, de protection, de sécurité, le fabricant et ainsi de suite. Donc, on a les deux aujourd'hui, pour noter, donc le décret le plus important aujourd'hui qui est au Maroc, c'est le décret juge 2-22-630, le décret le plus important sur la sécurité des machines. Donc, il va reprendre plus ou moins ce qu'on va voir le cours. Donc, machine guarding, il a tour, donc l'OSHA comme étant l'organisme américain de promulgation, de publication des lois et de enforcing également, l'inspection, il s'assure également de l'application de ces règles. Il va diviser les standards selon plusieurs secteurs. Donc, on a vu que, par exemple, le 29 CFR 1910, il concernera l'ensemble des règles qui concernent l'industrie générale. Ou les cours les candidats aujourd'hui, c'est vraiment pour toucher à de la partie dit 1910 concernant les principaux standards qui concernent la sécurité de l'industrie générale. Mais on peut voir, par exemple, qu'il y a des standards plus ou moins qui sont beaucoup plus utilisés dans un secteur que d'autres. On peut les trouver. Maintenant, le cours de Hand and Power Tools, c'est un cours qu'on trouve bien évidemment également dans l'industrie générale, mais quand même, c'est un standard qui concerne beaucoup plus la partie construction. Maintenant, la sub-partie ou la sub-partie ou la sous-partie I de la 1926 qui concerne la construction. Donc, par contre, les grands standards de la sécurité au niveau de l'OSHA, Adil Qawham, la sous-partie de la partie 1910, hein, donc 1910,
sous-partie O, كنلقاو فيها l'ensemble des standards concernant la sécurité des machines. نقدر نقول لكم les plus importants هما le 19.10.212 qui va traiter de la sécurité générale d'une machine. Donc, il va mettre en place les règles, les principales règles concernant la sécurité des machines. Maintenant, les gardes fixes, tout ce qui est garde ce qu'on appelle interverrouillé ou les gardes immovibles, les types de gardes, les dispositifs de sécurité, les arrêts d'urgence, les moyens de démarrer, de détection de présence. Donc, ce sont des règles, mais à savoir que parfois, le OSHA ما كتدخلش tellement في les détails, mais elle fait référence d'une manière facultative vers des normes. C'est similaire au Maroc. Réhoma, il n'exige pas. Une grande partie de la règle générale dans le standard, ou mandatory, obligatoire. Donc, une zone de transmission doit être protégée par une garde fixe. C'est une exigence. Maintenant, la garde, il va donner quelques explications, bien ça rigide, ne soit pas facilement détachable, et ainsi de suite. Mais مع نلقاوش مثلا les détails techniques concernant les essais concernant ما كيدخلوش في هذا le détail. Par contre, ils vont faire référence des normes surtout américaines promulguées ou accréditées par l'ANSI. يقدروا يكونوا des normes ديال la NFPA, يقدروا يكونوا des normes surtout de la NFPA et normes de la STM, mais qui sont dans le cadre de l'accréditation ANSI. Donc, un 6/ASTM, norme qui représente la norme nationale aux États-Unis, où là, l'équivalent d'IELHA, les normes internationales. Donc, l'équivalent, par exemple, en termes de normes d'IEL 19010-212, c'est la norme internationale ISO 12100. Elle dit maintenant, c'est une norme internationale d'analyse de risque des machines. Maintenant, la dernière séance, on a vu l'analyse de risque d'une manière générale. Il a maintenant un fabricant des machines qui veut analyser vraiment l'impact de sa machine et mettre en place les moyens nécessaires pour protéger l'utilisateur, le client ou le consommateur, l'utilisateur de la machine pendant toutes les phases depuis l'installation, tel débat, son enlèvement, la machine, son démantèlement, la zone de travail. Donc, sont traités maintenant la norme ISO 12100. 12100, il va traiter de cette analyse spécifique. Par la suite, il y a d'autres normes internationales qui vont traiter aspect par aspect. La 14119, la 14120 sont tous des normes qui vont traiter des aspects spécifiques sur les dispositifs et sur les moyens de protection. Donc là, c'est un rappel, là, l'emplacement. Donc les ressources, toutes sont disponibles sur Internet. Vous allez les trouver dans vos comptes, mais c'est facile. Donc OSHA aujourd'hui, les ressources sont tous disponibles et vous pouvez les trouver d'une manière facile, en mettant juste l'adresse ID 29 CFR subpart O. Donc, vous allez trouver l'ensemble des exigences. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces exigences? Bien sûr, on va trouver des exigences générales. Comme j'ai dit, c'est la même chose maintenant au Maroc dans notre code du travail. D'abord, train employees in the following. C'est des exigences sur la formation. Tous les opérateurs doivent être informés et formés sur les dangers que présente une machine et surtout les dangers spécifiques de la machine. Les modes opératoires, comment maintenant mettre une consignation sur une machine. Parce que parfois, les machines, aujourd'hui, on le voit souvent, les machines viennent avec un système de consignation intégré. Il n'est pas nécessaire parfois d'appliquer la consignation générale depuis la source si on n'a pas besoin. Les machines sont équipées aujourd'hui par des systèmes de consignation intégrés. Il suffit maintenant de la consignation à côté de la machine et c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus fiable. Parfois,
la gout tag comme procédure la partie très importante liée à l'identification où personnellement on a vécu un accident mortel parce que le gars, l'électricien a raté l'identification. Donc il a consigné bien sûr il y a l'identification que l'étape qui confirme la vérification, mais malgré ça, donc la personne a raté la bonne consignation, il a été électrocuté. Donc, là, la plupart des machines aujourd'hui qui viennent sont dotées d'un mécanisme de lockout-tagout qui permet de sécuriser toute opération de maintenance en éliminant les sources d'énergie. Et bien sûr, toutes les procédures concernant le safeguarding problem. Maintenant, il y a un blocage ou là, une porte de sécurité, un mécanisme de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes avant de procéder au travail sur la machine? Donc, on a bien sûr tout ce qui est les critères sur la sécurité. Maintenant, les moyens les plus importants, une machine qui permet à un opérateur de ne pas accéder à la zone dangereuse de la machine. Dans une autre loi qui n'est pas la loi OSH, Act, qui a institué l'OSHA et tout ça, dans une autre loi, par exemple, on trouve là, parce que on marque, le code du travail d'une manière générale, ils ont séparé, même si c'est au sein il y a du labor work ou là, du labor department d'une manière générale, mais ils ont une autre loi, les Fair Labor Standard Act, c'est une autre loi qui exige, c'est la même chose pour nous, c'est ce qu'on appelle les mineurs. Hein, les mineurs qui ne sont pas des enfants, ce sont des mineurs. Par exemple, le travail des enfants est strictement interdit, mais par contre, au-delà de l'âge de 15 ans, dans la plupart des pays, notamment le Maroc, on a le droit de recruter, mais entre 15 ans et 18 ans, c'est considéré comme des mineurs. Young en anglais, young workers. Donc, les young workers ont des exigences, ne doivent pas travailler sur un certain nombre de machines qui sont considérées dangereuses. Hein, les bains de sol, les cercles, tout ce qui est les machines de scie, les guillotines, tout ce qui est machines de coupe et tout ça, c'est interdiction formelle que ces gens ou les mineurs travaillent sur ces machines dangereuses. Donc voilà, c'est très important les éléments, les cadres. Mais par la suite, bien sûr, on va trouver tout ce qui est moyen de protection d'une manière générale. Ils sont les plus utilisés, le two-hand strips, les type agates, مثلا, ou une base qui met les comme le OSHA qui dire des références, toujours des annexes, où il fait référence à un certain nombre de normes internationales, nationales, hein, mais parfois des normes homologuées. C'est une orientation même des États-Unis dernièrement. Les États-Unis, pendant euh, des années, avaient leurs propres standards, mais au fur et à mesure, ils se sont également alignés, comme on va le voir, Inch'Allah, par la suite dans le HAZCOM, dans Hazard Communication sur la sécurité des produits chimiques. Donc, les standards OSHA ou là, d'une manière générale, se sont alignés avec les standards international. Parfois, كنقدروا نلقاوها d'une manière directe, مثلا ANSI ISO كما قلت لكم مثلا soit la 13855 ou la autre norme sur un dispositif de sécurité, ou là كنلقاوها codée d'une manière spécifique propre au système de codage de l'ANSI. Alors, concernant les machines, lors de l'utilisation des machines, les machines sont alimentées. Je me rappelle, on a parlé dans d'autres séances sur l'énergie. Hein, on a dit qu'à un moment donné, dans une entreprise, on a besoin de l'énergie pour faire fonctionner nos processus, pour apporter d'une valeur ajoutée à nos produits. Maintenant, on achète de la tôle sans valeur ajoutée, on va lui apporter un certain nombre d'opérations pour fabriquer une charpente métallique ou la carcasse ou là, peu importe, une pièce hein, métallique conditionnée d'une manière avec une valeur ajoutée. Donc là, on aura besoin de l'énergie. Donc l'énergie va rentrer dans la machine, va subir des transformations et va être utilisée d'une manière ou d'une autre pour fabriquer ce qu'on veut fabriquer, ce qu'on veut apporter de la valeur ajoutée. Donc lors de l'utilisation d'une machine, principalement, il y a deux zones
importantes auxquelles l'opérateur peut être exposé. Donc, il y a le plus important, c'est le point d'opération, hein. Le point où il y a une opération. Yani, peu importe la nature de l'opération, poinçonnage, la coupe, yani, tout type d'opération, pliage. Donc, il y a une l'opération. Désolé, je dois juste accepter des candidats qui. Ok, désolé. Devant. J'étais en train de dire qu'il y a des points d'opération. Donc, à de la point d'opération, les zones d'opération sont les zones les plus critiques parce que c'est là où on a besoin vraiment, où la protection vraiment est la plus faible parce que on a besoin de cette opération. Donc, on a besoin d'introduire des objets pour leur faire subir واحد type d'opération. Et donc, les objets qui vont subir avec l'énergie, une partie de notre corps, bien évidemment, peut être également exposée la même force, hein, qui résulte de l'énergie dont on a alimenté la machine. La deuxième partie, c'est toute partie, hein, la deuxième zone d'exposition ou de danger pour une machine, c'est toute partie de la machine où on va avoir de la transmission ou un transfert d'énergie. Okay, donc cette partie-là, des engrenages, des parties en mouvement qui vont pas vraiment assurer yani, l'opération elle-même de la machine, mais c'est un point de transmission d'une énergie. Donc là, également, on aura des parties en mouvement, on aura des parties de la machine qui bougent, ou là, une exposition à des éléments de sous tension. Donc, les éléments bien sûr, doivent être également protégés. Donc, tout ce qui est courroie, les engrenages, tout ce qui est type, on va voir ça. Donc, tout élément, toute partie de la machine, donc les volants, les vilebrequins, donc les éléments كلهم d'une machine peuvent vraiment exposer l'opérateur. هما ما كيدخلوش كما قلت لكم, ce ne sont pas des éléments qui vont rentrer directement dans l'opération exécutée. Ils vont uniquement transmettre يعني واحد le mouvement à une autre partie qui est concernée. Euh, la troisième partie, c'est tout point, ce qu'on appelle yani, les points de poincement. Donc, tout point, on l'a ni points, point de machine qui peut être exposé. Donc, voilà. Donc, parmi les éléments qui présentent un risque important euh, par rapport à l'exposition de l'opérateur, donc les éléments en rotation. Donc, toute rotating parts, yani, toute partie mobile et surtout en rotation, donc autour d'un axe, hein, les éléments en rotation autour d'un axe peuvent entraîner yani, l'opérateur, ou l'entraînement peut vraiment provoquer une blessure, ou là, vraiment, yani, l'entraînement va résulter, qui avec le point de pansement, un contact avec d'autres éléments de la machine qui peuvent résulter en d'autres types de situations, écrasement, et d'autres types de même yani, la coupe ou là d'autres types de dangers. Désolé, je continue. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la connexion? Pour le moment, j'ai pas de demande pour l'acceptation. Donc, je sais pas ce que les autres candidats ont utilisé.
tout cas, j'ai pas de demande. J'ai accepté l'ensemble des demandes. Donc, après le rotating, yani les éléments tournants d'une machine, donc on a des points de poincement. Donc, les points là, on est tout simplement le nip points. Donc, ce sont des points d'écrasement et généralement entre une partie au mouvement de la machine et une partie transversale. Donc, c'est des courroies, c'est des chaînes qui peuvent entraîner le coincement et une partie le corps de la personne avec cette partie de la machine. Donc, قلنا بأنه il y a surtout au niveau des points d'opération, donc là où l'opération déroule, donc on peut avoir les mêmes genres de dangers ou les mêmes genres de forces et d'opérations qui peut arriver, un objet peut arriver également à la personne. Donc, on a le cutting dans une machine de coupe, par exemple, une main ou là, une partie du corps, le doigt surtout, peut subir une coupe de la machine si elle est exposée à la zone de coupe. Le shearing, donc c'est tout ce qui est déchirure, donc une attraction suite à un entraînement, par exemple, par des objets ou là, par une partie au mouvement de la machine. Donc, une partie du corps peut être déchirée. Tout ce qui est stabbing, puncturing, dit tout ce qui heurte et des chocs également, impact. Donc, c'est la même chose. Donc, une partie de la machine, soit fixe, soit en mouvement, donc peut heurter ou là, suite à des projections, donc la personne peut être heurtée par une partie de la machine entanglement dans tout ce qui est entraînement plus ou moins entre deux parties de la machine. Parfois, on a une partie en fixe et parfois les deux sont en mouvement. Donc, peuvent être entraînés. Les frictions et l'abrasion, surtout lors d'une utilisation des appareils ou des machines qui assurent le travail, de polissage par exemple. Euh, on a des équipements qui assurent polishing ou le polissage par friction, par abrasion. Donc, l'exposition à la zone d'opération, surtout de la machine, peut provoquer le même dégâts d'une friction au niveau du corps. Crushing, donc tout ce qui est écrasement. Donc, l'écrasement peut arriver dans la partie de l'opération de la machine comme dans d'autres parties de transmission et des projections d'énergie. Donc une partie des ressorts, peu importe, une partie de la machine qui va subir le dépassement de sa capacité de résistance en termes de force peut projeter des équipements, des pièces de la machine et ça peut blesser une personne exposée. Donc voilà, les cotines, donc ça a plusieurs machines, que ça soit hand tools, il y a des machines portables ou là des machines, des presseuses, peu importe, il y a des machines de scie, de meulage, donc à dos, qui assurent à un moment donné la coupe peuvent exposer bien sûr, voilà, donc l'opérateur, le shearing, donc les power press, les metal machines, stabbing, donc tout ce qui est coincement, donc une partie tranchante qu'on assure مثلا des trous au niveau d'un métal de la même manière si la main de l'opérateur est exposée donc avec le trou peut vraiment être exécuté sur la main ou là une partie de la يعني de l'opérateur les impacts des bras robotisés ça arrive souvent donc des bras qui sortent hors du contrôle ou là qui sont mal programmés peuvent sortir parfois. L'opérateur peut généralement passer par un endroit qui estime protégé, mais parfois il est exposé. Et entanglement, donc tout ce qui est entraînement et les frictions, comme j'ai dit, parfois des machines qui sont utilisées, surtout dans la partie de l'opération de la machine. Donc l'opérateur peut être exposé à ce type d'opération. Donc et une partie de son corps peut être touchée par cette opération. Le crashing, donc surtout, ça peut arriver entre deux parties, une partie en mouvement de la machine et une partie fixe. Occurs when parts of the body, yani,
qui se trouve emprisonné entre une partie au mouvement de la machine et une partie fixe, ou là, parfois, deux parties au mouvement de la même machine. Voilà, donc on peut avoir ce type de comportement, de blessure. Donc, pour résumer, on a dit que l'accident ou lors de l'utilisation d'une machine qui exécute un certain type d'opération. Et vu que ce type d'opération nécessite un certain mouvement, soit de rotation, soit des mouvements d'aller-retour, hein, des mouvements transverses de translation, les mouvements هادو peuvent soit au niveau de la zone d'opération de la machine, la zone où on exécute le travail, ou là une zone de transmission, donc la personne peut être exposée à un certain nombre d'opérations. هنا شفنا بأنه الأوشا il a mis en place un certain nombre de standards. Et comment on s'assure aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou là en Europe surtout, donc il y a un système de certification. Donc, il a on a parlé des responsabilités à un moment donné, on a dit qu'il y a deux types de responsabilités importantes dans le domaine industriel. Il y a la responsabilité de l'employeur envers ses employés et il y a la responsabilité des fabricants envers leurs clients. Donc là, on trouve que parfois, il y a des lois qui gèrent de la sécurité à les machines. Donc, avant même que l'outil ou la machine arrive sur le lieu de travail pour débuter le travail, même l'installation BIHA, il doit d'abord répondre à un certain nombre d'exigences, à un certain nombre de règles qui sont les mêmes règles que vous avez vues. Les fabricants, déjà avant de mettre sur le marché national ou international quelconque produit sur toutes les machines, doivent respecter un certain nombre d'exigences. Il China, par exemple, l'Europe, on va trouver que ces exigences sont d'ordre obligatoire. Hein. Aujourd'hui, la directive européenne 2006-42 CE, c'est une directive mandatory. Donc aujourd'hui, ou même il a subi une transformation dernièrement qui n'est pas encore entrée en vigueur, un passage, même ce qu'on appelle une directive à un règlement. Et donc c'est un passage très important. Au niveau de l'Europe, une directive, c'est une règle qui n'est pas imposable directement dès sa création. Mais on doit la transférer, on doit la retransformer, la ratifier. En l'Europe, vu l'Union européenne, la ratification il est obligatoire. Donc, toute directive, il est accepté directement par les pays membres de l'Union européenne. Par contre, l'acceptation n'est pas transmise directement. La loi n'est pas, ou le règlement, ou le texte européen n'est pas repris à la lettre. Hein. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un règlement, le passage vers une loi nationale. Mais le règlement est imposé directement dès sa date de publication, dès sa date de rentrée en vigueur, doit être respecté comme c'est écrit dans le règlement. Vu l'importance de cet aspect très important, la sécurité des machines, donc, les règles concernant la sécurité des machines ont passé de l'ordre de directive à l'ordre de règlement pour devenir obligatoire d'une manière générale. L'Europe ont décidé ça, c'est pour assurer une harmonie, une fiabilité des systèmes mis en place en termes de certification. Donc, le nouveau règlement n'est pas encore en vigueur à l'âge parce qu'ils attendent toujours l'homologation d'un certain nombre de normes internationales qui sont obligatoires, qui doivent être d'abord normalisées en Europe, ensuite homologuées, ils doivent devenir des normes homologuées pour qu'ils deviennent obligatoires. Et par la suite, c'est que toutes les machines doivent être certifiées. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les machines, pour déclarer leur conformité, un fabricant n'a pas besoin nécessairement, sauf quelques exceptions, n'a pas besoin nécessairement de passer à travers un organisme de certification.
Donc, si il estime qu'il a mis en place les exigences imposées par l'Union européenne dans les directives et les normes européennes, notamment les normes les comme les normes surtout la 2100 par exemple, vous allez trouver que dans une déclaration de conformité, la première norme citée, c'est la norme 2100 qui permet aux fabricants de faire une analyse globale des risques liés à une machine et proposer des moyens de protection. Ensuite, le moment où il va mettre des moyens de protection, bien sûr, il va utiliser d'autres normes internationales. Maintenant, il y en a plusieurs, les protections bimanuelles, les protections, surtout les arrêts d'urgence, les protections fixes et tout ça. Donc, il va utiliser des normes internationales ISO, généralement, qui seront homologuées en CEN. Donc, je te dis, l'Europe, c'est que à un moment donné, ils ont constaté des déviations, vu que c'est basé sur une self-declaration. Yani, en tant que fabricant, je fabrique une machine, je mets en place mon système qualité, je m'assure bien évidemment que j'ai mis en place l'ensemble des exigences des normes et j'écris une déclaration de conformité. De cette manière, j'ai le droit de marquer, yani faire un marquage de ma machine comme étant il respecte les normes européennes. OK? Non, bien sûr, vu qu'il s'agit juste d'une déclaration en interne, et vu la complexité des machines et des risques liés aux machines, ça a provoqué des déviations. Surtout que la plupart des parties des machines ne sont pas fabriquées en Europe, ils sont fabriqués en Chine et en Inde. Donc, il va nous les déviations et l'Europe a décidé qu'il va plus se fier à une simple déclaration de fabricant, mais il faut nécessairement passer par des organismes certificateurs les organismes homologués. Et de cette manière, ils assurent une certaine standardisation. Non, ce qu'on va remarquer, nous, généralement, les pays africains, marocains, qui ne sont pas directement concernés, ne sont pas concernés. Hein. C'est la directive, par exemple, européenne, ou même ce qu'on est en train de voir en termes de OSHA, les règles ne sont pas directement applicables dans les pays africains ou les pays au Maroc surtout. Donc, c'est quoi le risque? Le risque, c'est que les machines qui vont devenir certifiées conformes vont devenir plus chères nécessairement parce que pour le fabricant, ça va nécessiter pas uniquement les frais de certification, mais même les frais de mise en conformité. Parce qu'avant d'être certifié, les Kangoulou Self-Declaration, c'est pas la même chose que passer par un audit de certification, l'audit d'abord d'inspection, qui est des organismes d'inspection qui vont inspecter les équipements, les machines et tout ça pour pouvoir les certifier. Donc, le passage automatiquement va impliquer des frais supplémentaires. Qui dit des frais dit que les importateurs, des machines ici au Maroc et en Afrique vont peut-être changer de direction. Hein, vont aller chercher d'autres machines qui sont importées directement de la Chine. Et de la Chine, on n'a aucune obligation aujourd'hui de respecter les mêmes normes européennes. Donc, là, vous êtes les mieux placés hein, pour étudier les normes et de les imposer. Parce que qui va faire la différence aujourd'hui au Maroc et dans tous les pays africains, c'est vos cahiers de charges. Ce que vous allez voir peut-être aujourd'hui et peut-être accéder à des ressources, c'est ce que vous allez utiliser demain pour bien préparer un cahier de charges. Un cahier de charges dans lequel vous allez inclure des équipements de protection certifiés ou là conformes à des normes internationales et vous allez obliger les fabricants, les importateurs à respecter bien sûr des exigences parce que vous n'êtes pas protégé. Et ça, c'est une chose que je répète à maintes reprises. Il y a les responsables HSE. Un responsable HSE aux États-Unis ou là en Europe, il a moins de travail que vous. Hein, on a beaucoup de travail en tant que manager dans les sociétés qui ne sont pas, parce que lèche, ne sont pas protégés par un système soi-disant régional ou là, un système national puissant. Aujourd'hui, on a des mécanismes qui ne sont pas de la même hauteur que d'autres pays développés. On a des mécanismes. Le Maroc, par exemple, dernièrement, a mis en place un mécanisme d'importation et de double certification des importations qui concernent un certain nombre de produits. Aujourd'hui, la certification marocaine, par exemple, basée sur la loi 2409 sur la sécurité des produits et des services,
ne concerne pas l'ensemble des machines, ne concerne que les appareils de basse tension et les jouets d'enfants et les appareils électroménagers ou là électro qui induisent toujours de basse tension. Donc, généralement à destination de la masse, hein, des destinations grand public et non pas les industriels parce qu'ils estiment que vous êtes là, parce qu'ils estiment que les industriels ou là, les employeurs disposent de suffisamment d'informations et de knowledge pour pouvoir se protéger. Donc, il faut vraiment mettre en place des mécanismes parce que c'est exactement ce que vous allez utiliser. Donc, qu'est-ce qu'une machine? On a dit, elle est très dangereuse. Hein, une grande partie des accidents mortels qui ont lieu dans l'industrie générale, c'est le résultat d'une interaction avec des machines. Hein, d'une interaction qu'on a dit d'entraînement, d'écrasement parfois, et même les accidents que le chat les considère comme des reporting accidents, les amputations. Une partie du corps humain qui rentre en contact avec une machine, généralement va subir une amputation. Hein. Il y a aujourd'hui plier des métaux, parce qu'une machine, elle sert à plier des métaux, donc une force contient une force suffisante pour écraser vraiment d'une manière très dangereuse une partie du corps humain. Donc comparé à des métaux, hein, les tissus aujourd'hui, les tissus humains, hein, les muscles, les os, je sais pas, les tendons, les ligaments, tout ça n'ont aucune résistance vis-à-vis d'une partie métallique. Hein. Et une machine capable de plier, de perforer des métaux, bien sûr, trouvera moins de difficultés à exécuter ça sur le corps humain. Donc, exposé à de tels dangers, on a des protections le moment où on admet qu'on va utiliser la machine. Parce que, rappelez-vous, ce qu'on a vu dans l'analyse de risque, il y a toujours une hiérarchie des moyens de contrôle qu'il faut respecter. Donc, commençons par l'élimination. Une machine, ça présente des dangers. C'est un danger sur le travail. Si on n'a pas besoin, on ne doit pas la maintenir au travail. Donc, si on a une machine qui ne sert à rien, donc il vaut mieux s'en débarrasser. Si vous voulez l'utiliser ou là, si on veut acheter une machine et on a la possibilité de substituer, d'acheter une machine moins dangereuse, hein, qui contient moins de dangers, donc on doit le faire. Sinon, donc bien sûr, on va passer à ces types de protections, ce qu'on appelle les protections d'ingénierie, administratives et de procédure. Donc, parmi les éléments d'ingénierie qu'on va utiliser, on va trouver les gardes, hein, les protections physiques, les gardes, les devices, les dispositifs de sécurité. Donc, on va mettre en place pour protéger les mouvements des machines, pour pouvoir les arrêter ou là éloigner le corps humain des parties dangereuses. Les distances, hein, les distances c'est très important. Donc, on peut sans vraiment apporter un dispositif de sécurité. Le fait d'éloigner, ça veut dire que ce que vous avez vu dans le risque, on a dit qu'il est le résultat d'un danger, d'une exposition. Donc, le fait d'avoir une distance de sécurité, donc la zone où se trouve la machine, peut vraiment protéger la personne. Donc, il suffit d'assurer une certaine distance suffisante. Aujourd'hui, par exemple, dans le décret, par exemple, de 22630 ou là, même dans d'autres, on trouve qu'on parle toujours des 80 centimètres. Hein. Donc, ce qu'on considère comme étant une distance suffisante. Hein. Donc, on doit assurer que par rapport à chaque machine, chaque mouvement, donc, on doit au moins avoir 80 centimètres. Machine, bon, 80 centimètres et ensuite mettre la barrière. S'il s'agit d'une barrière qui n'est pas fixe, hein. Une barrière, par exemple, un garde-corps ou une barrière de signalisation doit être suffisante à 80 centimètres si on estime que le risque est présent. Le potential feed-in and ejection, c'est ce qui veut dire que l'alimentation ou l'éjection, l'objet qu'on traite dans la machine. Donc, il y a des méthodes, hein, des procédures pour assurer, minimiser déjà l'interaction entre l'opérateur qui va alimenter la machine ou là qui va reprendre l'élément de la machine et d'autres dispositifs, en anglais miscellaneous, tout ce
qui est autres dispositifs de signalisation, d'autres dispositifs qui sont moins importants en termes de protection. Donc, en termes de garde, en termes des gardes fixes, hein, des protections fixes, on va parler des protections solides. On va parler déjà des protections fixes, hein. C'est le plus souhaité. Le moment où on a un danger, donc on estime qu'une protection fixe doit être mise en place. Donc, pour chaque protection, alors, il faut savoir que uniquement à l'échelle internationale, plus que 60 normes internationales existent qui concernent la sécurité des machines. Une grande majorité mécanique et d'autres sont au niveau de l'ICE, une protection électrique et électronique, hein, pour rassurer que la programmation, on a parlé des robots, on a dit que parfois c'est par des erreurs d'automatisation que parfois des accidents arrivent. Un robot, un bras automatisé qui sort de son programme habituel par erreur de fonctionnement. S'il n'y a pas des mécanismes pour arrêter avec le bras en cas de défaillance de son programme, donc ça peut heurter, ça peut créer des dangers, des explosions, donc pas mal des projections, donc pas mal de dangers. Donc, en termes de gains de protection physique, euh, de protection solide, donc on préfère toujours les protections physiques, hein. Les protections physiques, c'est très important par rapport à ce qui est protection du dispositif, hein, d'arrêt de machine et autres. Donc, le moment où on accepte, hein, c'est une acceptation du danger, le moment où on n'a pas le choix, parce que dans le travail, on doit accepter un système d'engrenage, un système de transmission, un système sous tension, peu importe. Donc, on a fait notre analyse de risque, on n'a pas le choix, on ne peut pas éliminer la dangerosité. Donc, on doit la protéger par un système fixe. Et comme j'ai dit, il y a des normes, maintenant, tout ce qui est garde, on va trouver les deux normes fameuses, 14119 et 14120. Donc, les deux, ce sont des normes internationales concernant les gardes, concernant les matériaux à utiliser, la visibilité qu'il doit assurer, la solidité, la manière d'attacher, hein, parce que lorsqu'on utilise des gardes fixes, ne doivent pas être détachés facilement. Donc, on doit utiliser un moyen de maintenance, hein, des vis, des boulons. Donc, l'essentiel, ma machine, une garde, en fin de compte, je découvre que par simple manipulation, le garde, de la protection, de la cache ou là, voilà, il est juste posé, il n'est pas attaché d'une manière solide, hein, donc parce que euh, par rapport aux fabricants, c'est une obligation, hein. كنسميوها يعني يعني intended use ou intended misuse. يعني misuse la machine هو un opérateur qui souhaite par exemple faire une autre opération qui n'est pas vraiment l'opération de base de la machine et décide par exemple d'enlever la garde de protection. Donc là, pour que l'opérateur exécute, tu vois, on ne doit pas l'aider, on doit lui rendre la tâche difficile. Donc, c'est comme ça que ça marche, hein. Sinon, si tu rends la tâche d'enlever les dispositifs de sécurité facile, donc ça satisfait pas l'exigence des normes. Les interlocks ou les interverrouillages, ce sont des gardes fixes, ce sont des gardes physiques, mais on a la possibilité de les enlever, yani yani de retirer plus ou moins la protection sur la partie mobile ou la partie dangereuse de la machine. On appelle ça les interlocks. وهنا également, on a de la norme ISO 14119 qui permet d'assurer qu'au moment de retirer, d'enlèvement ou là, de retirer une protection physique à la machine, où là le danger ne soit pas présent sur la partie mobile, sur la partie dangereuse de la machine. Il y a des gardes, ce qu'on appelle les gardes, qui ne sont pas des interlocks, donc ils n'induisent pas automatiquement l'arrêt de la machine, mais qui sont ajustables, hein, qui s'adaptent. Donc, à un moment donné, on peut les combiner avec d'autres normes. Les normes des distances, par exemple, la norme spécifique aux distances, la 13857, c'est une norme des distances de sécurité. Donc, il y a les 4 smahlina pour ne pas atteindre la distance, la profondeur de présence d'il y a le danger
et la distance d'accès. Cette norme permet d'avoir des distances de sécurité. Où la garde peut bouger, mais sans vraiment laisser une partie le corps s'introduire et toucher une partie dangereuse de la machine. Ce qu'on appelle également les self-adjusting. Et parfois, c'est la garde ou la protection physique qui s'ajuste, qui s'adapte à l'objet utilisé. Donc voilà, là, c'est les gardes les plus importantes. Ou qui c'est une combinaison des normes. OK, donc la norme 14 119, 120, 13 857 et autres, rien n'est au hasard. Les ouvertures, les كتشوفوا par exemple, là, elles sont dimensionnées. Donc, on ne laisse rien au hasard. Il est surtout une ouverture plus importante que d'autres. Sachez que la distance qui sépare euh, la zone de danger au corps humain ou une partie du corps humain, le doigt, la main, le bras, les éléments كلهم, ils sont bien dimensionnés. Maintenant, si on a de la distance, par exemple, il est de 10 centimètres, donc la main ne doit pas entrer. Hein, on peut permettre l'entrée le doigt, mais le doigt ne va pas atteindre la zone dangereuse. Mais la main qui peut atteindre ne doit pas rentrer. S'il n'est pas de 80 centimètres et plus, le bras ne doit pas entrer. Donc et ainsi, on peut s'adapter aux besoins qui marquent elle a la règle à l'art. Donc, l'objet de la norme, c'est de permettre une utilisation efficace, une visibilité lors de l'utilisation de la machine, parce que s'il y a manque de visibilité, si l'opérateur ne peut pas voir alors qu'il est dans l'obligation de voir, par exemple, la procédure du travail, l'opérateur doit voir. Hein. S'il ne doit pas voir, on n'a pas besoin de mettre le grillage. On peut mettre automatiquement une protection fixe complète. Mais si on estime que dans l'utilisation de la machine, l'opérateur doit pouvoir visualiser ce qu'il fait, qu'on peut tolérer les ouvertures mais avec des mesures. Ou c'est boulonné, ça veut dire qu'on veut que chaque manipulation ne doit pas être aisée. C'est une facilité l'enlèvement de la garde. Les interlocks ou là les interverrouillages, ce sont des protections qui nécessitent beaucoup de déplacement. C'est une protection et généralement, comme vous avez vu, c'est une zone d'alimentation. Généralement, les zones d'alimentation, les zones d'opération, là où l'opérateur va interagir avec la zone d'opération, qui est également une zone dangereuse, comme on a vu, ou là, une zone d'alimentation, et on n'a pas dans la zone d'alimentation, on n'a pas prévu une distance de sécurité suffisante. Donc, on a besoin de mettre également des interlocks avec bien évidemment des boutons d'urgence et ainsi de suite. Mais généralement, les interlocks, ça, il permet à ce que la machine ne démarre pas en cas où la garde elle est ouverte, en situation d'ouverture, et un arrêt brusque, un arrêt d'urgence en cas d'enlèvement en pleine opération. Donc, on a également, comme j'ai dit, les gardes ajustables, hein, qui s'ajustent automatiquement avec la présence et surtout, qui ont une force suffisante. Hein, le mouvement l'ajustement nécessite quand même la force. La force d'appui, par exemple, de l'opérateur qui atteint une certaine force pour assurer le mouvement, qui n'est pas une force facile. Hein. Mais si Reggio Tresso, il va s'enlever. Donc, il nécessite vraiment d'appuyer d'une manière quand même importante afin que la garde doit bouger. Hein. Donc, là, c'est une manière de protéger. Donc, le deuxième, voilà, le deuxième élément de protection au-delà des gardes, c'est ce qu'on appelle les dispositifs. Ok, les dispositifs de sécurité qui sont également objets d'un certain nombre de normes internationales et des normes ainsi
aux États-Unis. Donc, notamment, on peut voir les photoelectric sensors. Donc, les photoélectriques, bien évidemment, ils vont détecter la présence d'un objet quelconque, يقدر يكون humain, comme يقدر يكون métallique, comme يقدر يكون peu importe, avec parfois on met en place يعني des étages de détection pour permettre par exemple l'utilisation l'entrée ou la مثلا des câbles électriques, par exemple, qu'on veut couper ou la autre, on peut les utiliser sans nécessairement arrêter la machine, mais lorsqu'un doigt, une partie de la main rentre dans la zone de détection, il est automatiquement détecté, ce qui entraîne automatiquement l'arrêt de la machine. Parmi les devices ou les dispositifs, on peut également noter les tripwire cables, okay, qui sont des arrêts d'urgence câbles, donc qui permettent également une manipulation facile en cas de détection de danger. Donc, si l'opérateur est entraîné ou là, qui se trouve bloqué par une opération, donc il peut également arrêter la machine de la manière la plus simple. Des moyens de protection qui sont plus ou moins sophistiqués, qu'on voit rarement dans nos pays. Hein. Sincèrement, je n'ai jamais réellement été exposé ou là travaillé dans une entreprise qui emploie ce genre de protection, ce qu'on appelle les pullbacks. C'est des moyens de retenue, hein, qui sont qui nécessitent beaucoup plus de technicité. Donc, le moyen, كاين فيهم les inertes ou les passifs ou les actifs. يعني les passives, ça veut dire كتكون عنده واحد la distance à ne pas dépasser, c'est un moyen de retenue. Il ne va pas jamais permettre يعني à la main d'accéder la zone dangereuse de la machine. Donc, كتكون عنده واحد la distance. Au-delà de cette distance, l'opérateur ne pourra pas accéder à la zone هذه. وكاين اللي active, hein. هادو les restrain يعني qui vont tirer, hein. Les moyens vont tirer les pullbacks ou les restraints. Donc, les deux, les moyens de retenue, juste qui mettent le compassif, ou les moyens qui sont actifs, qui vont tirer en cas de danger, ou là, au cas où, maintenant l'opérateur, la main dialo, baqa à proximité de la machine, alors que la machine s'est mise en mouvement. Donc, automatiquement, il y a des détecteurs qui vont entraîner les câbles, les élans, peu importe, ou les moyens, surtout des câbles, ils vont entraîner le bras et la main de l'opérateur, pas d'une manière dangereuse, mais d'une manière à éviter l'accès la zone dangereuse. Également, les éléments, vous pouvez voir que c'est un peu compliqué, hein. C'est pas évident, ça nécessite du maintien, ça nécessite du contrôle. Donc, pour viabiliser l'utilisation de ce type de moyens de contrôle, c'est un travail de contrôle quotidien et de surveillance et de certification. On doit d'abord s'assurer que les moyens mis en place sont conformes et ensuite, on doit s'assurer qu'ils restent toujours conformes tout le long de leur cycle de vie pendant l'utilisation. D'autres moyens plus communs qu'on voit souvent dans les industries, c'est les double boutons, hein, les bimanuels, les two hands controls. Donc, il y a plusieurs nominations. L'essentiel, c'est que ce sont des dispositifs qui nécessitent que l'opérateur utilise les deux mains afin d'opérer une machine. Généralement, ce qui rend des dispositifs Hado moins fiables, c'est le moment où on a plusieurs opérateurs sur la même machine. Parce que two hands, not four hands, hein, si on a une machine qui implique ou là plusieurs opérateurs, donc ces types de contrôle ne sert à rien. Donc, au-delà, donc, le fabricant, avant de mettre en place sur le marché national ou international une machine, doit d'abord faire une analyse de risque. Il y a de la norme Diallo, il y a la 2100. Il doit analyser la machine et dire, voilà, est-ce que la machine Hadi nécessitera l'intervention de deux opérateurs? Donc, si la machine nécessite l'intervention de plus de deux opérateurs, donc il ne va pas nécessairement mettre en place les doubles boutons parce que ça sert à rien. Donc, il doit réfléchir à une autre protection qui va protéger les deux opérateurs.
Si la machine vraiment a été conçue pour ne permettre l'utilisation ou l'accès de la zone dangereuse qu'un seul opérateur, il y a des possibilités. Donc la norme ne limite pas les possibilités. Il permet d'analyser, hein, et de faire des évaluations. Donc, il ouvre la possibilité à ce que le fabricant part vers d'autres types notamment les doubles boutons. Et bien sûr, les gates, les protections physiques sont les plus importants. Autre type ou dispositif de sécurité, on a parlé des distances. Hein. Les distances de sécurité, que ce soit en hauteur ou la horizontale, verticale, la horizontale, peu importe. Donc, ce sont des distances de sécurité qu'il faut respecter. Comme Qaudima, on reste toujours dans les standards internationaux, notamment la 13857. C'est une norme des distances de sécurité. Donc, la norme Hadi nous donne des indications, des tableaux, là, les distances de sécurité. Donc, si on s'assure que soit en hauteur ou là, horizontalement, il y a une distance et qu'on a un moyen de protection, une barrière, c'est pas vraiment une barrière, c'est un moyen juste de signalisation, mais on a une distance suffisante qui, même en cas de dysfonctionnement de le bras, sauf des risques extrêmes, explosion ou l'éjection de le bras complet, ou si s'il s'avère que c'est un risque majeur, automatiquement, le bras doit être protégé par plus de moyens. Mais sinon, donc, on peut permettre des distances de sécurité pour protéger la machine. L'automatisation, hein, surtout, comme j'ai dit, c'est surtout l'interaction de l'homme avec la machine. Maintenant, le moment de l'alimentation ou d'enlèvement des pièces utilisées. Donc, là, maintenant, généralement, lors d'utilisation d'une machine, est-ce qu'on a une interaction avec l'humain qui va venir alimenter l'objet ou récupérer l'objet qui a subi l'opération. Je me rappelle, on a eu beaucoup d'accidents, surtout parce que l'alimentation qui a ce qu'on appelle des bouchages. Hein. Bouchage ou l'objet qui reste bloqué, l'alimentation ou l'éjection, généralement suivi par une opération dangereuse de l'opérateur qui va chercher à enlever ou à faire rentrer l'objet. Personnellement, j'ai assisté à une dizaine de coupes, hein, de la personne, de perte de bras, de perte de bout de bois, de doigts. Donc, parce que l'opérateur n'a pas su utiliser les moyens qu'on va voir, maintenant, les holding aids, pour assurer l'opération d'une manière convenable. Par exemple, pour tirer ou enlever l'objet qui est bloqué au sein de cette machine. Normalement, il peut même enlever, parce que c'est de la machine, bien sûr, sera équipé par un moyen d'interlocage, d'interverrouillage. ولكن parfois c'est les shortcuts, parfois la précipitation dans l'exercice du travail, la cadence qu'il doit respecter, qui est d'une manière rapide, qui est brille, il y a comme dans la zone feeding, dans la zone d'alimentation ou l'éjection, de l'opération qui s'achève généralement par des coupes, hein, par des pertes catastrophiques des doigts ou des mains. Donc, là, qui m'a confirmé, c'est l'union sur les parties 8. Donc, l'interaction avec la machine nécessite bien sûr l'utilisation d'un certain nombre d'équipements adaptés. Donc, soit pour placer en cas d'alimentation ou enlever l'équipement. Donc, parfois, si on n'a pas le choix, hein, on doit interagir avec l'équipement, il vaut mieux soit utiliser les outils comme étant des suppléments. La zone d'alimentation qui est déjà équipée par un système de détection de présence au Kenji, malgré ça, au lieu de s'exposer et de mettre la main d'Yanna ou le doigt d'Yanna une zone de coupe,
hein, qui malgré la protection, rappelez-vous, il y a toujours les Swiss cheese theory, ça veut dire que chaque barrière aura sa propre faiblesse. Donc, il vaut mieux renforcer la barrière par une autre barrière et de ne pas exposer le bras diana ou la main diana et au lieu de ça, utiliser les feeding strongs. Et comme ça, si on a un objet à mettre dans une zone d'alimentation, d'utiliser un autre des moyens. Donc voilà, donc il y a les moyens qu'on peut utiliser. Il y a d'autres protections qui ne sont pas eux-mêmes il y a des protections parce que l'opérateur peut mettre sa main, maintenant c'est juste une protection contre l'éjection. Parfois, on a des produits toxiques ou là, des produits de haute sous température, donc qui peuvent se projeter. Donc, un zido d'autres protections pour permettre à l'opérateur d'être protégé. Donc, voilà donc ce que je vais faire encore une fois, rapidement, comme on a l'habitude, on va faire le tour le workbook français. On a vu la partie obligatoire du cours qui est le cours en anglais. Donc, on va faire un petit tour rapide pour voir votre workbook parce que je vous suggère de le lire au même titre que celui qu'on vient de présenter. Donc, voilà, on va